Bonsoir, nouvelle édition du journal de la rédaction de TV 78. Voici les titres de ce mardi 16 juin. Après plusieurs semaines de mobilisation contre l'épidémie au cœur des services, les soignants sont à nouveau dans la rue. Les équipes de plusieurs établissements hospitaliers yvelinois ont manifesté aujourd'hui. L'établissement public Yvelines Hauts-de-Seine a un nouveau président. 2 mois après la disparition de Patrick Devedjian, décédé de la Covid-19, les élus du conseil d'administration ont nommé Georges Siffredi. Retour sur cette élection. Et ils ont réalisé des journaux, des vidéos, des reportages photos organisés par le Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information. Le concours Mediatix est proposé par les académies. 3 établissements yvelinois sont récompensés. C'est un mouvement qui touche toute la France. Les organisations syndicales, paramédicales et médicales, ainsi que des collectifs ont manifesté aujourd'hui. Dans les Yvelines, plusieurs actions ont été menées. Les soignants se sont rassemblés à partir de 13h devant plusieurs hôpitaux. Exemple à Versailles et à Mantes-la-Jolie avec Manon Varaldo et Michael Almidoro. Forte mobilisation du personnel soignant ce mardi 16 juin dans les Yvelines. Au centre hospitalier de Versailles-André Mignot, une centaine de professionnels, tous services confondus, a défilé suite à l'appel des syndicats. Ils se sont réunis devant la structure à 13h en faisant beaucoup de bruit. On va de façon récurrente rappeler l'importance de l'hôpital public et puis les enjeux qu'il y a autour de l'hôpital public. Et je pense qu'on a tous été conscients de cela au travers de la crise du Covid. Et on souhaite que ce qui a été initié avant la crise se poursuive après la crise, de sorte à ce que l'hôpital public soit préservé. Même constat à l'hôpital de Mantes-la-Jolie. Pendant la période du Covid-19, le personnel soignant estime qu'il a prouvé son engagement. Parmi leurs revendications, des moyens supplémentaires pour travailler. On n'a plus de pieds à perfusion, on n'a plus de pousse-seringues, on n'a plus de chaises roulantes. Et on fait quoi pour travailler? Pour certains collègues, ils ont fait avec des bouts de ficelle, avec des sacs plastiques en guise de blouse, ce qui a vraiment mis en évidence la carence du système hospitalier à l'heure actuelle. Depuis 2015, on a perdu 109 lits d'hospitalisation et près de 250 postes. Est-ce qu'il y a eu une modification de son action gouvernementale? Absolument pas. Les soignants demandent également une revalorisation de salaire. L'intersyndicat réclame 300 € pour tous. Cette soignante travaille à l'hôpital de Mantes-la-Jolie depuis 15 ans. Elle se mobilise avec le collectif Interhôpitaux. C'est investir dans la santé des Français. L'hôpital public, il est indispensable pour le bon fonctionnement de cet État. Le privé ne fait pas le même travail que l'hôpital public. Le privé sélectionne ses patients. Nous, on ne sélectionne pas, on prend tout le monde. Les soignants attendent des réponses du gouvernement. D'autres mobilisations devraient être organisées dans les prochaines semaines dans les Yvelines. L'épidémie continue de reculer en France et dans les Yvelines. 466 malades étaient toujours hospitalisés hier lundi, soit 4 en moins des chiffres du week-end. Le nombre de réanimations n'a pour l'heure pas changé, avec 26 patients concernés. Autre chiffre inchangé, celui des décès. 509 personnes sont mortes dans les hôpitaux yvelinois depuis le début du confinement. Et les retours à domicile continuent quant à eux à progresser, portant le chiffre de personnes guéries à 2032 pour le département. Ce mardi 16 juin se déroulait le conseil d'administration de l'établissement public interdépartemental Yvelines Hauts-de-Seine. Les élus étaient rassemblés à la scène musicale à Boulogne-Billancourt pour respecter les règles sanitaires en vigueur. À l'ordre du jour, l'élection du président et du vice-président de l'EPI. C'est Georges Siffredi, président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, qui est élu à la présidence. Un reportage de Mathilde Demy. Avant de commencer la séance du conseil d'administration de l'établissement public interdépartemental Yvelines Hauts-de-Seine, un dernier hommage est rendu à Patrick Devedjian. Pierre Bédier, vice-président et président par intérim de l'EPI, a par la suite proposé la candidature de son homologue Georges Siffredi, président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, à la présidence de l'EPI. Dès que j'ai su qu'il était candidat à la succession de Patrick Devedjian, de prendre aussi sa succession à l'établissement public interdépartemental, puisque c'était un accord qui avait été passé avec Patrick Devedjian. Les Hauts-de-Seine allaient jusqu'en mars 2021 et après on rediscutera. Et de toute façon, ce qu'on espérait, c'était ne pas avoir à rediscuter, que la fusion soit faite. Sur 79 votants, Georges Siffredi est élu à la présidence de l'EPI à l'unanimité. Pierre Bédier est lui aussi élu pour la vice-présidence avec les membres du bureau.
Il faut succéder à Patrick Devedjian, qui était une personnalité, donc pas évident, ça vous met des responsabilités supplémentaires sur les épaules, mais je vois tout cela sereinement parce que beaucoup de choses ont déjà été faites et qu'avec le président Bédier, nous entendons très bien, nous connaissons depuis longtemps. Convaincu par l'apport de la fusion Yvelines-Hauts-de-Seine, le président de l'EPI veut travailler en étroite relation avec les Yvelines, notamment sur le projet de la plateforme d'établissements et services pour personnes en situation de handicap psychique ou atteinte d'autisme. Pour l'instant, ça existe peu en France. Les parents sont obligés d'envoyer leurs enfants ou d'aller vers l'étranger. C'est ce qu'on va faire au niveau des autistes. Et ça, c'est vraiment une première. Et je crois que c'est primordial. Les travaux commencent. Et on est un exemple, j'espère, en France et qu'on va donner l'idée à beaucoup d'autres de s'engager dans cette voie. L'ouverture de la plateforme est prévue pour la fin de l'année. Le prochain conseil d'administration de l'établissement public interdépartemental Yvelines-Hauts-de-Seine se déroulera le 15 décembre. Le second tour des élections municipales, c'est dans 12 jours. D'ici le scrutin, nous vous présentons les divers candidats engagés. Direction la Verrière avec Nicolas Dainville. Il est tête de liste Une nouvelle dynamique pour la Verrière et est arrivé en deuxième position avec 36% des suffrages le 15 mars dernier. Nous lui avons donné 2 minutes pour vous convaincre. Les points forts de notre liste, c'est du 109. C'est vrai qu'on a une majorité municipale qui est aux responsabilités depuis 40 ans. Et là, on apporte une nouvelle énergie avec des personnalités nouvelles, qui ont des sensibilités diverses et qui ont envie de faire des belles choses pour la ville. Je peux vous citer Ludovic Raoul, qui a des grandes compétences dans tout ce qui est marché public et dans tout ce qui est gestion de l'immobilier. On a Edwige Rousseau, Agnès Roussel, on a Fouzi Moussa, Dari Vatmé, qui représente la jeunesse, on a Radouane Ouerdani et Maï Diallo, qui symbolisent aussi tout le quartier du Bois de l'Étang. On a Abdou Ibrahim, qui est sur Orly Park. Le point fort important de notre programme, je dirais que c'est l'éducation. On a envie de mettre en place les outils les plus innovants, les outils pédagogiques qui permettent de réussir, le soutien scolaire gratuit, l'étude dirigée, des cours d'anglais par visioconférence pour former à la bonne oreille, avoir le bon accent, mais également l'initiation au jeu d'échecs pour former à la pensée logique, mathématique, à la stratégie, et également les cours de programmation informatique sur des petits robots. Ça sera la mobilisation d'une équipe de médiateurs sur le terrain, en urgence, pour veiller au calme dans nos quartiers. Beaucoup d'habitants se plaignent des incivilités, ils se plaignent des rodéos à 2 roues, ils se plaignent de la saleté. Moi, des habitants m'ont dit « j'ai jamais vu la Verrière aussi sale ». Et donc tout cela, il faut une équipe de médiateurs sur le terrain pour sensibiliser, pour rappeler les règles qui permettent de bien vivre ensemble. Ça suppose des droits mais des devoirs qu'on respecte bien si on veut continuer à vivre ensemble dans notre belle ville. À Villepreux, les électeurs auront le choix entre 3 listes. Parmi elles, Agir tous pour Villepreux, issue de la fusion entre les listes du premier tour, Agir pour Villepreux et Tous pour Villepreux. Cette nouvelle liste est menée par Valérie Bain. On l'écoute. C'est d'abord l'origine de sa liste. Nous sommes créés contre les projets d'urbanisation massive qui devaient conduire à une augmentation de plus de 50% de la population. C'est ce qui, en moins de 10 ans. Voilà, c'est ce qui nous réunit. Et nous voulons aussi un autre style de gouvernance de la ville parce que ces dernières années ont été exécrables du point de vue des Villepreusiens. Nous apportons en fait une nouvelle vision de la gestion financière avec d'autres solutions à préconiser. C'est vraiment de ne pas, pas pipoter, mais sur la gestion de la ville, on peut vraiment faire autrement. Là, avant Covid, il ne restait plus que 500 000 € dans les caisses de la ville. Et on n'arrête pas de rabâcher que la ville était bien gérée. Bien, nous, depuis le début, nous disons qu'il y a une autre façon de faire et que nous voulons reconstituer le budget de fonctionnement en arrêtant de ponctionner sur celui-ci pour financer de l'investissement
qui nous coûte plus cher après en fonctionnement. C'est quand même un cercle infernal qu'on veut absolument briser. L'urgence, en fait, ce sera d'organiser la rentrée scolaire puisqu'il y a des retards dans l'école, on parle de classes surchargées. Avec cette gestion financière, eh bien, finalement, il n'y aura plus une ATSEM par classe comme c'était le cas dans les maternelles. Donc, ça va poser de gros problèmes pour les familles et la rentrée. Et puis, bien sûr, cet été, puisque tout le monde ne pourra pas partir en vacances, les projets des uns et des autres sont perturbés. Donc, on essaiera d'optimiser l'animation de la commune. Après avoir voté un budget qui, 10 jours après l'élection, sur lequel on aura finalement assez peu d'actions à faire, quoi. Voilà. La situation sanitaire pousse les candidats aux municipales à repenser leur manière de faire campagne. Les militants de la liste Avec vous, voisins avance, menée par Béatrice Piérat, ont trouvé une solution, sillonner la ville à vélo avec leurs affiches et en faisant tinter les sonnettes. C'est ce qu'ils font tous les samedis depuis 3 semaines. L'idée est aussi de rappeler aux habitants que le second tour arrive bientôt, 3 mois après le premier. Pour rappel, la liste Avec vous, voisins avance de Béatrice Piérat est arrivée 3e au premier tour. Derrière Unis pour voisins menée par Olivier Afonso et Alexandra Rossetti 2020, la liste de la maire sortante. On s'intéresse maintenant à 3 lauréats yvelinois d'un concours. Ce concours s'appelle Médiatix. Il est organisé par le CLEMI, le Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information. Ce concours est ouvert à tous les médias scolaires et lycéens, qu'il s'agisse de journaux, de blogs, de web radio ou encore de réalisation vidéo ou de reportages photos. Les établissements sont évalués par un jury composé de journalistes professionnels. L'interview est menée par Manon Varaldo. Les résultats ont été dévoilés. 3 lauréats du concours médiatique se situent dans les Yvelines. L'école Paul Bert à Conflans-Sainte-Honorine a remporté la 2e place dans la catégorie journaux. En 3e place, le collège Jean Moulin de Croissy-sur-Seine pour la catégorie radio. Et enfin, le collège Albert Thierry de Limay a décroché la 3e place dans la catégorie vidéo. Séverine Poncé-Olivier, vous avez piloté ce concours médiatique. Combien d'établissements ont participé cette année ? Alors cette année, malgré la configuration très particulière, on a quand même eu 49 établissements qui ont participé, donc c'est quasiment semblable aux années précédentes, avec une forte proportion de journaux sous format PDF ou blog, et puis on va dire une vingtaine de médias radio ou télé dans les 4 départements de l'académie. Et parmi ces établissements, le collège Albert Thierry à Limay, la classe des 4e A, est une classe avec un projet média. Les élèves ont réalisé 3 mini-journaux télévisés. Sandrine Duché, vous êtes professeure de technologie, mais également professeure principale de cette classe. Comment avez-vous mis en place ce projet avec vos élèves ? Alors, c'est au départ grâce au CLEMI. Et puis ensuite, on a travaillé avec Nora Amadi, qui travaille pour le journal d'Arte, qui est venue à la rencontre de nos élèves. Et ils ont eu l'idée de construire ce journal. Ils se sont vus 3 fois, une fois en virtuel et 2 fois en présentiel, où ils ont pu choisir les sujets et ensuite faire la réalisation finale que vous avez pu voir. Nicolas Boudel, vous formez avec vos collègues un trio média. Vous avez créé tous les 3 un atelier Web TV il y a 11 ans. Et cette année, ce nouveau projet, comment les élèves se sont répartis les rôles, les sujets ? C'était justement ce qu'il y avait de plus compliqué, puisque les élèves partent toujours sur des sujets extrêmement vastes, extrêmement compliqués. Et le plus dur a été justement de ramener sur des choses qui étaient faisables, notamment sur cette période assez réduite. Et donc, il a fallu travailler, dialoguer avec eux pour amener sur des sujets un peu plus précis. Mais c'est d'eux que les sujets sont venus. Et pour la répartition des rôles entre les élèves ? C'est eux qu'on choisit. Ils se sont mis souvent selon leur affinité, mais c'est eux qui ont choisi justement leur répartition. C'est d'ailleurs bien pour ça qu'on avait plutôt des groupes de filles, plutôt des groupes de garçons, puisque ils se sont réunis selon les liens d'amitié. Et le tournage a été réalisé dans les conditions d'un direct avec le matériel de la Web TV AT News du collège Albert Thierry. Michael Joucro, les élèves étaient motivés ? Ah oui, ils se sont vraiment impliqués complètement dans le montage, dans la réalisation des journaux.
les conditions du direct, comme vous le disiez, puisqu'on a la chance d'avoir au collège un studio télé et avec de quoi faire plusieurs caméras en même temps, des éclairages. Donc on avait à la fois les journalistes sur le plateau et les techniciens en régie. Vous pensez que c'est une plus-value pour leur enseignement ? Ah oui, ça leur fait travailler notamment l'oral. On sait qu'avec aujourd'hui le grand oral du bac, on a besoin d'être préparé. Donc ce genre d'activité, d'atelier permet de travailler ça. Et puis le travail d'équipe, l'organisation, la réflexion aussi sur les sujets qui sont abordés. Et en l'occurrence, il y a des sujets assez pointus quand même. Même si le confinement a perturbé cette édition, le concours médiatique ça a été maintenu et le calendrier adapté. Les prix du concours médiatique ont été décernés par un jury composé de journalistes professionnels pour récompenser les meilleurs médias. Quels sont les lots attribués, Séverine Poncet-Olivier, pour les élèves ? Alors, c'est un partenariat effectivement avec des médias qui sont sur le territoire de l'Académie de Versailles, donc des 4 départements. Donc, on a toute une diversité de lots qui vont être des récompenses de livres, par exemple. On a la Fondation Varenne qui récompense en chèque livre. On a quelques visites dans des médias qui acceptent de recevoir les élèves. On a des interventions de journalistes en classe. On a TV78 qui va offrir des places de cinéma. C'est très divers en fait. On a vraiment, chaque partenaire s'adapte un petit peu à la classe qu'il doit récompenser. Donc on remercie nos partenaires et surtout les membres du jury, des professionnels qui apportent, je pense, vraiment des conseils très éclairants pour les classes. Et la prochaine date importante du concours médiatique, le 23 septembre, la remise des prix du concours national. Ces résultats étaient une première étape à l'échelle de leur académie. Demain, mercredi 17 juin, le jury national annoncera lui aussi son classement. Le retour à la normale se multiplie dans de nombreux sites saint-quentinois. Le 4 mai dernier, les 7 déchetteries saint-quentinoises accueillaient à nouveau du public avec une nouvelle organisation, respect des gestes barrières et prise de rendez-vous. À partir du 22 juin, l'accès sera à nouveau libre, sans prise de rendez-vous et aux horaires d'été. Toutes les informations sont disponibles sur le site ski.fr. Et c'était l'une des annonces du Premier ministre Édouard Philippe le 28 mai dernier. Les salles de cinéma peuvent rouvrir le 22 juin. Ce sera le cas du Ciné7 à Elancourt. Une réouverture avec bien sûr des règles à respecter. Masques recommandés pour les spectateurs lors des projections, obligatoires dans les espaces d'accueil, files d'attente distanciées. Et pour sa réouverture, 2 films sont notamment programmés. En avant, le dernier Pixar et La Bonne Épouse avec Juliette Binoche et Yolande Moreau. Le patrimoine aussi rouvre petit à petit ses portes au public. Après le château de Versailles, c'est celui de Rambouillet qui accueille de nouveau ses visiteurs. L'ancienne résidence royale a bien sûr dû revoir son organisation. Regardez. Les équipes le craignaient un peu, mais le public a répondu présent. Ils sont 250 à avoir découvert le château de Rambouillet dès son premier jour de réouverture. De mémoire, mon grand-père a séjourné lors de son service militaire à Rambouillet. Donc on s'est dit que c'était l'occasion d'aller se promener là-bas. Très bien, en plus très intéressante, il y a beaucoup de mobilier, beaucoup de reconstitutions de scènes, notamment le dîner du G6, donc très intéressant, vraiment à faire. L'idée, c'était de sortir de Paris et d'être plutôt à la campagne, donc, et en forêt, faire une balade en forêt. Et quand on s'est posé la question du temps et de comment allait se passer notre journée, assez naturellement, la visite des lieux, j'irais un peu historiques, s'est posée. 45 personnes peuvent être accueillies en même temps contre 150 visiteurs avant le confinement. Nouveau lieu d'accueil, réservation des billets d'entrée en ligne et circuits à respecter. Comme tout lieu recevant du public, le château de Rambouillet a revu son organisation sans ne rien cacher de son histoire. Le parcours, naturellement, amène à aller de l'avant et non pas à faire des retours en arrière. Donc, par exemple, toutes les pièces en cul-de-sac, qui obligeaient les visiteurs à se croiser, ont été fermées par des mises à distance. Elles sont visibles de l'extérieur, mais on ne peut plus rentrer à l'intérieur. On a rescénographié, remeublé un petit peu le château pour donner un peu plus de contenu pour nos visiteurs.
De nombreuses animations ont été annulées depuis le début de la crise sanitaire. La chaumière au coquillage et la laiterie restent pour le moment fermées, mais les équipes planchent sur de nouveaux rendez-vous dans les jardins du domaine. Autre centre des monuments historiques à reprendre vie, le château de Maison. Dans les Yvelines, les visiteurs peuvent à nouveau se rêver en châtelain. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver cette édition sur notre site internet ou sur notre application mobile. Belle soirée sur TV78.